Bonjour, si vous voulez bien vous asseoir, on va commencer ce débat. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour accéder. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un ministre qui arrive. Et donc, bon, toutes les entrées sont un peu bloquées. Même la présidente de la SNCF est arrivée un petit peu en retard, ce qui est rare quand même hein, pour les trains de la SNCF. Donc, merci d'être là, Anne-Marie Idrac. Le thème est qu'est-ce qu'une entreprise responsable? C'est vrai que sous le mot responsable, il y a le côté, il y a le mal et le bien, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Donc on va essayer de traiter franchement tous les débats. Est-ce que c'est un artifice de communication, un de plus? Est-ce que c'est compatible avec la compétitivité, la concurrence? Comment on gère ça? Surtout qu'autour de cette table, il y a des exemples très différents. Il y a donc la SNCF. La SNCF, c'est plus de 200 000 personnes, c'est même 220 000 personnes. C'est une entreprise publique. À ma gauche et à votre droite, j'ose dire Gilles Pélisson, qui est le président d'Accor. Accor, c'est une entreprise capitalistique, familiale un petit peu au départ. C'est 180 000 personnes, une entreprise qui est dans le monde entier. Dans combien de pays? Je crois que c'est 88 pays. Donc, c'est vous dire, c'est quasiment là où c'est possible. Tout le monde connaît aussi ces deux marques très, très connues. Et puis, à ma droite, il y a Patrick de Cambourg, qui est président du groupe Mazars. Mazars, c'est un des grands cabinets d'audit. Vous, c'est 13 000 personnes dans une trentaine de pays, donc aussi très international. Alors, ce que je vous propose, vous connaissez un petit peu la règle, j'imagine que ce n'est pas forcément la première fois que vous venez à la Cité de la Réussite. Je vais demander pour que chacun prenne un peu ses marques. C'est quoi une entreprise responsable? Responsable de quoi? À chacun des intervenants très rapidement. Et puis après, le système du panel, ils ont préparé des questions. Du reste, vous me disiez en préparant Gilles Pélisson, vous trouviez que les questions étaient un peu cyniques, comme quoi le concept d'entreprise responsable, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à se dire que c'est une réalité. En France, c'est un concept un peu nouveau. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis longtemps. Donc on essaiera de voir vraiment si ça a une vraie signification. Et puis après, c'est vous, la salle, vous poserez vos questions. Alors on va commencer, allez, on va en profiter, honneur aux dames. Anne-Marie Idrac, donc bonjour tout d'abord. Donc je rappelle, vous êtes président de la SNCF. Est-ce que ça a un sens particulier lorsqu'on est une entreprise publique, mais en même temps dans un secteur concurrentiel, d'être une entreprise responsable? Comment vous le percevez? Moi, je pense que entreprise et responsable, c'est pratiquement deux mots synonymes. On est responsable en tant que chef d'entreprise vis-à-vis de nos clients, de notre actionnaire, nous il se trouve que c'est l'État, et vis-à-vis de nos collaborateurs. C'est la base pour toute entreprise, et je vois que Gilles Pélisson opine du bonnet. Moi, ma boîte, donc 220 000, c'est le groupe hein, SNCF. On a la chance, en termes de responsabilité, d'être au croisement d'abord du court terme et du long terme. C'est vrai que les trains arrivent à l'heure. Et c'est vrai que nous les construisons ou nous les achetons pour les générations qui viennent. Donc ça donne des dimensions particulières à la responsabilité. Et aussi, on est global local. C'est-à-dire très enraciné dans le territoire français, mais avec l'essentiel de nos développements qui se font en Europe et même dans d'autres parties du monde. Donc, qu'est-ce que ça a de spécial d'être le patron d'une entreprise de mobilité qui se trouve être une entreprise publique? C'est de devoir être encore plus responsable sur les trois créneaux, donc du client, de l'actionnaire, qui a le droit d'être encore plus exigeant qu'un autre, puisque c'est vous, en quelque sorte, c'est les contribuables, c'est l'argent public, et sur le plan également des collaborateurs. Et la mobilité, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un sujet sur lequel il faut intégrer toutes sortes de dimensions, économiques, sociales, l'environnement, je le disais, le court terme, le long terme. Et peut-être que le mot responsabilité, il va dans mon métier, plus encore que dans d'autres, avec le mot intégration. Il faut qu'on intègre toutes ces dimensions-là, dont certaines sont plus à la mode aujourd'hui peut-être qu'il y a 10 ans, mais qui sont fondamentalement au cœur de notre identité d'entreprise de mobilité. Vous vous sentez responsable de quoi? Quand on dit entreprise responsable, après tout, on est responsable de quoi? Moi, je suis le patron, je suis le mandataire social. Je suis responsable de donner le plus de responsabilités possible à chacun de mes collègues ou collaborateurs,
et de donner le plus d'énergie possible aux autres. C'est comme ça que je conçois mon boulot de manager. Mon entreprise, elle est responsable, je le disais, d'assurer une qualité de produit, une qualité de service, une performance économique, évidemment, et puis de concourir à des sujets de développement de la société. C'est vrai que de ce point de vue-là, je ne suis pas le patron d'une entreprise tout à fait comme une autre, puisqu'on contribue au lien social, au lien dans les quartiers, à l'environnement, à l'aménagement du territoire et à toutes ces responsabilités un peu plus globales. Mais ce n'est pas un truc en plus parce que ça serait à la mode ou parce que ça serait la danseuse du président. C'est parce que, encore une fois, c'est complètement intégré dans notre identité. Merci Anne-Marie Idrac. Gilles Pélisson, alors est-ce que c'est la danseuse du président, l'entreprise responsable, et surtout lorsqu'on est une entreprise internationale comme la vôtre, dans un secteur ultra concurrentiel, est-ce que c'est un peu la danseuse du président? Oui, bien sûr. Non, je crois que ce qui a beaucoup changé, enfin pour rebondir sur ce que disait Anne-Marie Idrac à l'instant, c'est que comparer une entreprise à il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on est aujourd'hui à la recherche d'équilibre entre ce qu'on appelle communément les parties prenantes qui se sont élargies au fil du temps. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 50 ans, quand les entreprises ont été créées, enfin beaucoup d'entreprises ont pu voir le jour, les grands enjeux, c'était effectivement les collaborateurs, les clients et les actionnaires. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on doit traiter effectivement la collectivité locale, on doit traiter le monde politique, les populations locales, et quand on est dans 90 pays, je peux vous dire qu'il n'y en a pas une qui ressemble à une autre, les ONG, les médias, qui, d'une façon ou d'une autre, interviennent dans la vie de l'entreprise. Et ça veut dire que cet engagement managérial, puisque pour moi, être une entreprise responsable, c'est un engagement managérial, c'est-à-dire une prise de conscience au niveau de l'entreprise que quelque part, on n'a pas à servir uniquement nos collaborateurs, nos clients et nos actionnaires, mais que quelque part, on est totalement intégré dans ce monde, dans cette vie locale ou globale dans laquelle nous vivons et nous en sommes co-responsables. Et ça veut dire qu'on commence à s'intéresser à des sujets dont on n'avait jamais imaginé pouvoir aborder dans une entreprise d'hôtellerie ou de service comme la nôtre, puisque soudainement on se met à traiter, à lutter contre le sida pour protéger nos collaborateurs en Afrique ou éduquer aussi nos clients. On se met à traiter de sujets de nutrition. Alors c'est vrai qu'on nourrit les gens dans des restaurants, mais quelque part on est en train de s'intéresser à la qualité de ce qu'ils mangent et avoir cette attitude plus responsable par rapport à l'obésité, enfin on pourra en reparler, plein de choses. On s'intéresse à la diversité, comme le citait Anne-Marie Idrac, par rapport à des communautés locales, que ce ne soit pas toujours les mêmes, les hommes, les blancs, etc., qui aient les jobs ou qui accèdent à des postes de responsabilité. On s'intéresse à l'environnement. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on consommait de l'eau et je disais, bon, tant qu'il y avait de l'eau, bah, tant mieux, on consommait de l'eau. Désormais, on la régule, on la ménage, enfin, on fait très, très attention à ce qu'on fait. Énergie, consommation d'énergie. Une dimension d'éthique qui est intervenue également. Aujourd'hui, quand on parle du commerce équitable, quand nos hôtels achètent en Afrique, en Europe, des produits dans un vrai souci de commerce équitable, c'est quoi? C'est un respect des populations. C'est pas pour faire beau, c'est simplement parce que quelque part, quand on a 20 ans ou 30 ans d'Afrique derrière soi, on sait qu'à un moment, il est vital de respecter ces équilibres-là. Tourisme sexuel, on est en Thaïlande, on est en Asie. À un moment, on peut dire c'est pas mon problème. Avec Air France, avec un certain nombre d'acteurs du tourisme, je fais venir des gens d'Europe dans ces pays et quelque part, eh bien, ils vont s'en donner à cœur joie dans le tourisme sexuel, où à un moment, on a une responsabilité de dire, attendez, nos managers, il faut les éduquer, il faut oser en parler, il faut parfois choquer, il faut parfois affronter les cultures locales, mais dire si on veut, entre guillemets, pouvoir rester, s'adapter et faire contribuer au développement de ces pays, bah, quelque part, il va falloir oser faire différemment. Alors c'est ça, être responsable. Merci Gilles Pélisson. On voit bien que l'entreprise responsable, en fait, ça revêt beaucoup de différents aspects entre ce que vient de dire Anne-Marie Idrac et Gilles Pélisson. Patrick de Cambourg, vous êtes le président donc, de Mazars et vous avez interrogé justement 12
grands dirigeants d'entreprise sur la responsabilité, la confiance. Alors, ce qui est intéressant dans ce petit livre, c'est que c'est des témoignages de gens extrêmement différents. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a le patron d'AXA, Henri de Castres, il y a Martin Bouygues, qui est donc l'entreprise là aussi très 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 familiale, et puis il y a Stephen Green, qui est le patron d'HSBC. HSBC, vous savez, c'est ce qui a racheté le CCF, c'est une des plus grandes banques au monde. Est-ce que la notion d'entreprise responsable est effectivement extrêmement diverse? Elle est très diverse. Vous aurez noté que nous avons interrogé des chefs d'entreprise non nord-américains. Nous l'avons fait exprès. Nous souhaitions savoir, parce qu'il y a un modèle de responsabilité aux États-Unis qui se développe avec Sarbanes-Oxley, qui est tellement prescriptif que finalement on ne se pose même plus la question de savoir ce que c'est que la responsabilité. On est dans un amphi, on va essayer d'être très pédagogique. La loi Sarbanes-Oxley, nous on connaît, mais expliquez, Patrick de Cambourg, rapidement. D'accord. Allez, jouez au prof. Oui, combien 2 minutes. Sarbanes-Oxley, c'est la réglementation qui a été prise par le Congrès américain à la suite du scandale Enron. Donc pour éviter les dérapages de la gouvernance aux États-Unis et de l'hyperfinanciarisation, on a mis un appareil extrêmement strict, un dispositif de règles extrêmement sévère en matière de gouvernance et en matière de contrôle de la gouvernance et de contrôle des procédures des entreprises. J'étais aux États-Unis hier, c'est vraiment quelque chose de très très lourd pour les entreprises, et elles doivent pas à pas non seulement mettre en place des procédures de contrôle interne, mais les vérifier. Et on doit faire état de toutes les déficiences qui sont notées. Donc un chef d'entreprise doit dire « Ah, je n'ai pas respecté la règle 322.2 » et je m'engage à corriger ce point. Oui. Et puis il y a des notations financières aussi très importantes. Ça commence à arriver en France, notamment avec l'agence qu'a créée Nicole Notat. On aura l'occasion d'en reparler avec le panel. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus contrôlé que dans le reste du monde. Alors justement, si vous voulez, nous avons voulu... les États-Unis ont choisi une voie qui est une voie prescriptive, et prescriptive dans le plus petit détail, ce qu'on appelle un système rules-based, c'est-à-dire fondé sur des règles très précises. Et nous avons interrogé donc des chefs d'entreprise européens, asiatiques, en essayant de voir s'il y avait une autre voie possible, c'est-à-dire celle de la responsabilisation du chef d'entreprise et de la gouvernance d'entreprise dans un mouvement qui ne serait pas prescriptif, mais qui soit au contraire fondé sur l'émergence des bonnes pratiques. La réponse est, à notre avis, assez claire. Oui, il y a une autre voie, ce qui nous rassurait à certains égards. Et deux, cette voie de responsabilité, elle suit 2 axes. Le premier axe, c'est situer l'entreprise dans le temps, et le deuxième, dans l'espace. Je m'explique. Dans le temps, une entreprise, ce n'est pas le profit à court terme seulement. C'est évident. Mais c'est évident. Encore faut-il le dire. Oui, encore faut-il le dire aux financiers et aux boursiers. Mais si vous voulez, c'est le piège, justement. C'est qu'on a l'impression que c'est une évidence que de faire du court terme. Alors, à mon avis, c'est complètement faux. Donc, les entreprises qui marchent, et nos 12 interviewés ont eu exactement cette réaction-là. Ils veulent construire dans la durée. La deuxième chose, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'effectivement, on a mentionné les clients, on a mentionné les collaborateurs, on a mentionné les actionnaires, mais on s'aperçoit que, alors on fait peut-être de la prose sans le savoir, on faisait déjà de la prose sans le savoir comme M. Jourdain, donc la responsabilité, ce n'est pas une idée nouvelle en soi, en revanche, c'est une démarche qui se structure et c'est une démarche consciente, développement durable sur la durée et prise en compte comme l'a dit M. Pélisson, des parties prenantes au-delà des plus immédiates, dans tous les sujets que l'on peut imaginer. Évidemment, en ne se donnant pas un rôle qui dépasse, il y a des organes politiques pour gérer la société. En revanche, l'entreprise n'est pas un élément neutre dans le débat citoyen. N'est pas un élément neutre, oui, ça c'est une phrase clé. Alors, je vous propose maintenant, donc, on passe à l'étape suivante avec les questions donc, des panels. Vous savez, c'est des questions qui vont être posées par des étudiants de différentes écoles de management, du CELSA, d'HEC, de l'ENST. À chaque fois, vous allez vous présenter en fonction de votre école.
Qui pose la première question? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on commence, parce que par la question 4. Qui est-ce qui la pose? Allez-y, vous vous présentez. Bonjour, donc je m'appelle Maria Hosto, je suis étudiante au CELSA, donc une école de communication. Voilà. C'est pour ça que la question 4 me semble intéressante. Donc, est-ce que les codes de conduite, les rapports environnementaux et sociaux sont-ils des outils crédibles ou seulement des artifices de communication de l'entreprise? Représentent-ils des moyens de pression pour que l'entreprise tienne ses engagements? Un artifice de communication, comme ça je pense qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Anne-Marie Drac, vous voulez répondre? Je voudrais vous rassurer, vous qui êtes étudiante du CELSA. La com, c'est pas de l'artifice. La com, c'est complètement intégré et un élément majeur des stratégies des entreprises, que ce soit la com interne ou la com externe. Bon. Voilà, donc vous n'êtes pas là encore sur des trucs à côté. En plus, c'est bien au cœur de la stratégie des entreprises. Est-ce que dans ce cadre-là, les rapports environnementaux, en particulier en France, donc ceux que l'on intègre ou pas selon les entreprises, selon les moments dans les rapports d'activité, est-ce que c'est utile pour faire progresser la responsabilité au sens de RSE, enfin responsabilité sociale de l'entreprise? Oui, évidemment oui. Pourquoi? Parce que ça nous met les uns et les autres sous le regard public. Et du coup, ça crée des espèces d'obligations de faire. Ça, c'est l'idée générale. Ensuite, sur le plan un peu plus technique, il faut mettre en place des indicateurs. Il faut mettre en place des indicateurs qu'on puisse comparer d'une année sur l'autre pour la même entreprise et qui puissent, dans une certaine mesure, se comparer d'entreprise à autre entreprise. Donc rien que le fait de mettre en place des indicateurs, c'est un effort, c'est une dynamique managériale. Les indicateurs qu'on met dans le rapport, ben, évidemment, pour pouvoir les remplir intelligemment et en progrès, il faut les avoir mis dans les systèmes de management interne. Gilles Pélisson a dit à très juste titre qu'on est en train de parler d'engagement managérial. Et donc, dans nos systèmes d'évaluation interne, il y a, par exemple, nous, on a un indicateur qui est de passer toutes nos usines, enfin nos établissements industriels, en certification environnementale. Bon. Pour pouvoir le mettre dans le rapport, il faut que ça soit fait. Pour que ça soit fait, il faut qu'on le mette dans les critères de management. Voilà. Donc, je crois que c'est extrêmement utile parce qu'on est sur le thème ce qui se voit à l'extérieur doit nécessairement avoir de l'impact et a nécessairement de l'impact sur ce qui se fait à l'intérieur. Si on prend un exemple, vous-même, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, dans les problèmes de quartier ou les problèmes de violence dans les trains, lorsqu'on sait qu'il y a eu deux, trois, enfin même plusieurs incidents ces derniers mois, est-ce que vous, en tant que président de la SNCF, vous vous sentez obligé un peu de communiquer, parce que justement, ça fait partie de l'entreprise responsable, d'expliquer pourquoi le rôle de la SNCF? Est-ce que du coup, ça élargit un peu votre communication? J'aime pas le mot obligé de communiquer, mais oui, et non seulement nous communiquons, mais nous agissons. Il n'y a pas de communication qui ne soit pas de l'action. Enfin, c'est pas profond, c'est pas durable. Bon, c'est bidon. Bon. Sur le recrutement territorial que nous faisons, donc, chaque année, l'entreprise SNCF, la maison mère, si on veut, recrute 5600 personnes. On est un des plus gros recruteurs de France. On recrute 10 000 en tout à l'échelle du groupe. Bon. On n'est pas du tout sur des idées de quotas, des choses comme ça. C'est pas du tout notre genre et c'est pas du tout mon genre. Mais il est très très important d'avoir une société nationale des chemins de fer français qui se voit à l'échelle de la société française et qui soit d'ailleurs à l'échelle des clients de cette société nationale des chemins de fer français. Bon. Or, il se trouve qu'il y a un certain nombre de jeunes, qui tout simplement ne viennent pas dans les processus de recrutement. Bon. Donc pour eux, il faut aller en quelque sorte à leur rencontre pour leur donner envie de venir dans nos processus de recrutement et leur montrer que c'est tout simplement possible. On ne va pas faire du recrutement privilégié, hein, pas du tout. Simplement, on va leur tendre une main un peu plus proche et un peu plus adaptée à l'endroit où ces jeunes se trouvent. Bon.
La semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'étais ainsi à un forum qu'on appelle Égalité et compétences à Évry. Bon, ça aurait pu être ailleurs. Il y avait la fille de la NPE, il y avait la directrice pardon, de la NPE, le député maire. Bon. L'idée, c'est d'avoir une dynamique de plus, une énergie de plus par rapport à nos processus de recrutement. On n'est pas obligé. Ce que je leur ai dit, c'est vraiment ce que je croyais, c'est que nous, on veut avoir les meilleurs. Hein. Et qu'on veut pouvoir bénéficier de cette qualité de gens qui en veulent, qui ont envie de s'arracher et qu'ils viennent s'arracher chez nous pour le plus grand bénéfice finalement de l'entreprise et de ses clients. Voilà, donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans une idée d'obligation d'un truc qui nous tomberait. On est sur quelque chose qui correspond à des stratégies d'entreprise. Vraiment dans l'engagement managérial. Alors Gilles Pélisson, artifice de communication, entreprise responsable, parce qu'aujourd'hui il y a Al Gore qui vient parler d'environnement durable. Ça fait bien de parler d'entreprise responsable? Je crois qu'on a un devoir, puisque comme ce sont des domaines où personne n'est très à l'aise, puisqu'ils sont nouveaux, ils sont encore récents, d'abord de leur donner de la visibilité. Parce que c'est vrai que plus on en parle, plus tout le monde s'y sensibilise. Et ça devient de moins en moins un gadget, mais de plus en plus quelque chose dans lequel... Eh bien, effectivement, on y est sensible, on y fait attention, qu'on soit acteur, qu'on soit consommateur, etc., etc. De plus en plus, il y a des exigences. Je peux vous dire que quand les clients s'intéressent au traitement des déchets, s'intéressent à ce que l'on fait en termes d'énergie, s'intéressent à la façon dont on s'approvisionne, etc., etc. Vous êtes en tant que consommateur, nous sommes tous en tant que consommateurs de plus en plus intéressés, exigeants, informés par rapport à ce que vous faites et ce que vous consommez. Et je crois que là-dessus, plus on en parle, plus on donne cette visibilité, eh bien, c'est une espèce de prise de conscience collective à laquelle on participe et qui, moi, me semble extrêmement fondamentale, parce que ce n'est pas simplement le problème des entreprises, mais c'est le problème des marchés financiers. De plus en plus, les marchés financiers veulent savoir comment les entreprises gèrent, consomment, achètent partout dans le monde. Les collaborateurs à l'embauche, de plus en plus, et je pense que les étudiants qui sont ici posent ces questions, nous on le voit tous les jours, c'est ce que disait Anne-Marie Drac aussi, en s'intéressant, en disant mais au fait, vous faites quoi exactement quelle est votre responsabilité vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des communautés locales dans lesquelles vous travaillez, etc. Puis je pense que le grand public est très intéressé. Et ça veut dire que ça nous permet, comme le disait Anne-Marie Drac, d'avoir des indicateurs, et ces rapports donnent cette visibilité, ont ces indicateurs, permettent de mesurer, comme tout indicateur, les progrès qu'on fait, parce qu'on est parti de zéro, et quelque part on essaye de s'améliorer chaque année, mais c'est pas forcément très facile. Et puis c'est surtout, et là je crois qu'il faut rester très modeste, c'est le partage des bonnes idées. C'est-à-dire que lire, prendre conscience de ce que font les autres, est extrêmement enrichissant pour nous. Et je veux dire, moi, j'ai pas honte de dire qu'en Afrique, au Brésil, etc., on s'enrichit aussi de l'expérience d'autres pays, d'autres gouvernements ou d'autres entreprises. Puis, dernière chose, comme moi, je crois de plus en plus, évidemment, et on peut peut-être le symboliser entre la SNCF et nous, mais à ces partenariats publics-privés. C'est le même enjeu que vous avez quand vous lisez le rapport de la Cour des comptes et que vous découvrez chaque année comment l'État a plus ou moins failli dans la dépense, dans nos dépenses publiques. Quelque part, c'est vrai que s'intéresser à ces sujets-là, à la fois rendre l'État, les États, au sens global du monde, responsables, et aussi se donner cette responsabilité en tant qu'entreprise, permet que, comme de toute façon, aujourd'hui, nos sorts sont liés. Il n'y a aucun État qui peut agir seul et il n'y a aucune entreprise qui peut agir seule. On est obligé de se connecter à un moment et à un autre. Responsabilise tout le monde. Et moi, j'aime bien le sentiment en tant qu'entreprise privée de savoir aussi que quand j'agis sur la société, sur l'environnement, etc., je mets aussi un peu de pression sur les pouvoirs publics parce que leur niveau d'exigence vis-à-vis de leurs dépenses, vis-à-vis de leurs investissements doit aussi augmenter. Deuxième question, je vous ferai réagir sur la question d'après Patrice de Cambourg, qui pose une question, je ne sais pas, la première, la deuxième, ce que vous voulez. Allez-y. Oui, bonjour, Julien Saint-Roquier de l'EM Lyon. De l'EM Lyon, okay. École de management de Lyon. Je vais rebondir sur votre intervention, en fait, avec la question suivante. Il faut articuler. Excusez-moi. Avec la question suivante. Donc, quelles sont les limites de la légitimité du monde des affaires à participer à un projet de société ? Vous le disiez,
Vous parliez de l'État qui intervient et vous parliez des sociétés qui interviennent dans l'activité de l'État. Et je me pose la question de savoir quelles sont les limites de cette action. De cette légitimité. Patrick de Combourg, pas question facile, vous voulez qu'on... Non, pas de problème. Ouais. Non, on l'a dit tout à l'heure, l'entreprise ne peut pas se substituer. À mon avis, ce serait une fabuleuse erreur. On observe, il me semble que l'on observe une perte de repères et d'identification assez globale. Donc, le citoyen se sent un tout petit peu perdu. Il y a la globalisation. Il y a des entreprises qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Il y a la puissance publique avec ses collaborateurs. Il y a une certaine, je pense qu'on en parle dans un autre amphithéâtre, une certaine perte de crédibilité du monde politique en général. Donc on est confronté, entreprise, à une difficulté qui est la suivante, c'est que les collaborateurs de l'entreprise, du haut au bas de l'échelle, tous ont une envie assez forte d'identification à l'entreprise. Et ça donne des responsabilités qui sont sans doute plus larges que celles que l'on observait dans un monde relativement stable, relativement fermé géographiquement, relativement clos, avec des repères très simples. Et donc, on est au moment difficile où il faut déterminer jusqu'où on peut aller trop loin. Alors donc, les priorités sont très clairement celles qui ont été mentionnées, faire marcher l'entreprise d'une façon intelligente, servir les clients, c'est quand même l'objectif d'une entreprise, avec des collaborateurs qui se sentent bien partie prenante et qui sentent qu'ils sont dans un projet dynamique, satisfaire les actionnaires sur le long terme et participer à des projets de société. Et là, il faut faire un tri. Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Alors, partenariat, parce que quelque part, ça revient à cette question un peu partenariat public-privé, jusqu'où on peut aller. Oui, moi je voudrais dire d'abord que dans l'idée de responsabilité, il y a l'idée de savoir qui fait quoi. Parce que pour pouvoir répondre de ce que l'on a en charge, il faut d'abord savoir qui fait quoi. Donc il ne faut quand même pas tout mélanger. Hein. Je veux dire, on n'est pas voilà, dans toutes les responsabilités mélangées, etc. etc. Bon. Mais il faut faire attention parce que, vous voyez, par exemple, moi j'ai des collaborateurs qui pensent qu'ils sont responsables de la politique des transports. Bon. Voilà. Bon. Donc il se trouve que la politique des transports, elle est largement déterminée à l'échelle européenne, donc par les institutions européennes, et puis par le gouvernement de chaque pays, donc en l'occurrence chez nous, le gouvernement français. Bon. Et nous, on est une très grosse entreprise de transport, d'ailleurs de plus en plus en concurrence. Bon. Donc déjà, il ne faut quand même pas tout mélanger, etc. Pour autant, moi je crois qu'aujourd'hui, la légitimité de la représentation traditionnelle, comme vient de l'être dit, elle est assez fragilisée. Bon, c'est pas devant des étudiants qu'on peut dire le contraire. Et moi, je pense que dans une certaine mesure, on est tous des hommes politiques. En tant qu'individu, bien sûr, mais aussi en tant que participant à un projet collectif. Bon. Alors quand j'ai dit les deux choses, on ne faut pas tout mélanger, mais chacun a une responsabilité de société, enfin chaque acteur, les entreprises ont une responsabilité de société. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Il me semble qu'il est prudent de se dessiner quelques axes prioritaires. Gilles Pélisson, il a dit, il en a beaucoup, mais il a dit des sujets de santé, des sujets de nutrition, des sujets d'eau, des sujets de qualité du tourisme. Bon. Nous mettons sur l'économie d'énergie, le développement d'énergie renouvelable, la lutte contre le bruit, au titre de l'environnement, l'accessibilité de nos espaces et la sécurité de nos espaces, et puis des éléments de diversité et de projets personnels offerts à nos collaborateurs. Bon. Et en même temps, ce que nous voulons, ça c'est nos priorités. Bon. Et ce que nous voulons, c'est, et on arrive à l'idée de partenariat qui a été dite par Gilles Pélisson, que vous relancez, c'est sujet par sujet trouver les bons partenariats. Parce que là aussi, il ne faut pas non plus tout mélanger, il faut être assez pragmatique. Bon.
faire de la desserte locale pour lutter contre l'envahissement des camions dans certains endroits, ça se passe avec les industriels du coin, les collectivités locales du coin. Développer le réseau transeuropéen avec le fait qu'on va doubler le réseau TGV, donc qui sera complètement européen dans les 15 ans qui viennent, ça se fait avec nos collègues entreprises de transport européennes, avec la Commission européenne, avec les États. Donc cibler des partenariats et les diversifier, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est vrai, ce qu'a dit Gilles Pélisson sur le partenariat. Vous savez, ce qui est bien dans cette notion de développement durable, c'est qu'elle permet de rencontrer davantage de gens, davantage d'acteurs. Et c'est ça qui est très, 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 très riche. C'est que ça tisse des réseaux humains, individuels, et des réseaux de partenariat très intéressants, avec des ONG, des collectivités locales, etc. Et ça, je pense que dans une perspective un peu politique, au sens où nous sommes tous des hommes politiques, ça renforce la cohésion des sociétés, que d'avoir des liens entre des acteurs différenciés. Gilles Pélisson, vous vouliez ajouter quelque chose, et après, moi j'ai deux petites questions liées à ça, justement. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on doit tous être conscients que petit à petit, si on doit tous effectivement s'organiser, se répartir les rôles, ce qui est assez intéressant dans la société où on vit, et notamment en étant européen, c'est que les marges de manœuvre de chacun commencent à se restreindre. J'étais à Bruxelles cette semaine, je vous en parlais tout à l'heure, 750 députés, enfin parlementaires européens, je vois les parlementaires français, on était, je crois, on est à 79, avec l'intégration de la Roumanie, de la Bulgarie, notre quota de députés va diminuer. À un moment, il n'y a pas beaucoup de décisions qu'on peut prendre les uns et les autres, qu'on soit SNCF, Anne-Marie Drac en parlait à l'instant, ou nous-mêmes, j'imagine que pour Mazars c'est pareil, sans de toute façon à un moment se référer à une régulation, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre État, l'État français, a des marges de manœuvre, vous l'avez bien vu, on l'a tous vu, de plus en plus limitées. C'est-à-dire que le déficit de la France, même si on avait un gouvernement qui voulait faire ceci, cela, des déficits, etc., c'est plus possible. Il y a Bruxelles qui dit, attendez, vous devez gérer, vous n'avez pas le droit de faire ceci et cela. Donc l'État a lui-même une marge de manœuvre qui est de plus en plus limitée. À partir de là, ça veut dire que nous, en tant que responsables, enfin entreprises co-responsables de la société dans laquelle on vit, on doit forcément se positionner à leur côté et intervenir, jouer un rôle, comme le disait dans cette organisation, des rôles dont parlait Anne-Marie Drac. Deuxième point que je voulais faire, c'est que simplement, ça c'est l'Europe, on a des États, les États ont un certain nombre de moyens, on est dans des systèmes très organisés. Il existe des régions du monde où les États n'ont pas les moyens. Et si jamais les entreprises n'aident pas, je peux vous dire qu'il ne se passe rien. Et ça, enfin, je veux dire, c'est facile d'en parler à la Sorbonne à Paris, mais quand vous êtes sur le terrain au Brésil ou en Afrique, très souvent, c'est simplement l'État dit « moi, je ne sais pas faire, il faut m'aider ». On n'a pas les moyens, on n'a pas la recherche, etc. Et donc, quelque part, aidez-nous. Et c'est là où, effectivement, si vous voulez, on peut parler de la limite de l'ingérence de l'entreprise, enfin, ce qui est un peu la philosophie de la question dans la société civile, entre guillemets. Mais dites-vous bien qu'il y a des régions du monde où c'est la main tendue. C'est si vous ne nous aidez pas, on ne sait pas faire. Et on s'en sortira pas. Et on s'en sortira pas parce que ces États-là n'ont pas les moyens. Justement, la question que j'allais vous poser, c'était entreprise citoyenne, mais jusqu'où effectivement une entreprise, on peut parler d'ingérence. Vous voyez, qui fixe la limite? C'est très difficile, ça dépend des pays, mais c'est vrai qu'on a vu des excès dans les années 70 avec certaines multinationales qui sont allées trop loin. Jusqu'où on va dans ce qu'on appelle entreprise responsable? Je crois que c'est là où ces notions d'équilibre interviennent, c'est-à-dire que des entreprises qui iraient trop loin aujourd'hui, bonne nouvelle, on a des ONG qui sont, entre guillemets, des garde-fous, et qui font que si on va trop loin, s'il y a que le profit qui compte, s'il n'y a que l'exploitation des ressources, des matières premières, etc., comme ça s'était vu dans le passé, quelque part aujourd'hui c'est immédiatement dénoncé. Vous le savez comme moi, l'Internet est un fabuleux outil d'accélération de la prise de conscience. Si l'un d'entre nous fait une erreur, n'importe quoi, etc., ça part en boucle sur l'Internet, le réseau le sait, tout le monde est au courant.
Et donc là, on retrouve les médias, les syndicats, enfin toutes les parties prenantes qui constituent la vie des entreprises et des États, qui font qu'à un moment, aujourd'hui, plus rien n'est, on ne peut rien cacher, tout est transparent, tout est visible, alors à plus ou moins grande vitesse. Enfin, nos expériences récentes, je pense aux uns et aux autres, montrent que la vitesse, elle s'accélère plutôt tous les jours. Donc si vous partez de là, vous vous dites que ces équilibres, aujourd'hui, je crois qu'on arrive à les faire exister et vivre. Alors, justement, vous avez un peu dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, il y a deux questions. Du reste, je trouve que vos questions sont quand même très intéressantes. Les questions là sur est-ce qu'on peut faire confiance sur la responsabilité des citoyens, qui la pose? C'est la question 9 et 10. Parce que c'est dans le prolongement et je trouve que c'est effectivement très intéressant. Qui la pose? Allez-y. Ah, je sais pas. Bon, bah écoutez, bon, allez. Bon, allez, posez la question, ou il posera la prochaine. Oui, voilà. Donc, Hélène Sainte-Catherine de l'ESCP, question 9. Donc, peut-on faire confiance au monde des affaires pour définir les conditions et les fonctions d'une entreprise responsable? C'est-à-dire... Oui. Pardon. Allez-y. Oui, voilà. Donc, de quels moyens disposez-vous finalement pour apporter une réponse à la société civile ou à un certain nombre de pays auxquels vous avez fait allusion? Donc, voilà. Patrick de Cambourg. Je crois que c'est la question de la régulation, oui, ou de l'autorégulation qu'il faut se poser. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, dans un domaine bien précis, mais quand même assez large, celui de la gouvernance de l'entreprise, il y avait un système extrêmement prescriptif. Je ne suis pas certain, à titre personnel, que ce modèle soit adapté à l'Europe en particulier, et au reste du monde sans doute, pour des raisons à la fois culturelles, parce que imaginons en 2 minutes l'Europe faisant l'équivalent de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était le Sarbanes-Oxley au niveau européen, en ayant un système très prescriptif, je pense que nous aurions une véritable catastrophe. Alors, donc, attention, je ne crois pas à la normalisation externe de façon violente. En économie, on dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Moi, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la bonne monnaie chasse la mauvaise. C'est-à-dire que les meilleures pratiques... Vous savez, on parlera tout à l'heure des notations sociales peut-être. On voit bien, et M. Pélisson vient de parler de la transparence, on voit bien que les entreprises... Alors, peut-être c'est l'ultime ruse du capitalisme, mais on voit bien que les entreprises qui sont les plus engagées, les plus structurées dans une démarche de responsabilité, à mon avis, sont parmi les plus performantes. Microsoft, par exemple. Oui. Et donc, on voit bien qu'il y a malgré tout un lien entre une idée simple qui est est-ce que les gens sont contents des produits, est-ce que les collaborateurs sont contents de vivre dans l'entreprise et y participent, et la prospérité d'une entreprise. Ça paraît tellement simple qu'on dit une évidence, mais dans le fond, et quand l'entreprise est bien insérée dans son milieu citoyen, ça se passe aussi 40 fois mieux. Donc, d'une certaine manière, alors on pourrait dire que c'est de l'égoïsme pur et du cynisme. Je ne crois pas. Hein. Si les gens sont sérieux, ils réfléchissent à la manière dont ils vivent avec l'ensemble des gens qu'ils rencontrent et avec qui ils travaillent. Donc, pour moi, plutôt une autorégulation par le partage des meilleures pratiques progressif, sous l'œil permanent de la communication, qu'une normalisation de type prescriptif. Oui, mais en même temps, quand vous parlez d'entreprises compétitives et vous redoutez cette normalisation, les entreprises les plus compétitives et en même temps les plus responsables sont pour l'instant des entreprises américaines type Microsoft, et ça ne les empêche pas, je veux dire justement, d'avoir des actions extrêmement positives. Oui. Non, écoutez, il y a, je ne veux pas faire de la pub pour notre bouquin, mais vous verrez, parce que ce ne sont pas des chefs d'entreprise américains, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous verrez néanmoins qu'ils ont tous des axes de ce type. Alors Microsoft, pardonnez-moi, je ne voudrais pas faire je ne connais pas bien, hein, donc je voudrais être prudent, mais il est vrai que quand on a une sorte de quasi-monopole sur un soft, ça pose d'autres questions.
Oui, donc, si vous c'est voulez, sûr. Il n'en demeure pas moins qu'il y a... je m'interroge. Bon. Je n'irai pas plus loin. Gilles Pélisson, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, par rapport à cette question de dire peut-on faire confiance au monde des entreprises pour se fixer ses limites, enfin, qui était votre question, moi j'avais envie de vous dire faites confiance à tout le monde et faites confiance à personne. C'est le principe de ce que disait Patrick de Cambourg, c'est-à-dire dans cette notion d'autorégulation, de ce que moi j'appelais des équilibres. Je vais prendre juste un exemple qu'on a vécu il y a 2 ans, j'étais dans la téléphonie mobile chez Bouygues Télécom, et on essayait d'installer, enfin je pense qu'ils essayent toujours, les 3 opérateurs français essayaient d'installer des antennes sur Paris. Vous avez la moitié de la population qui dit « Attendez, c'est dégueulasse, on n'arrive pas à téléphoner là dans cette pièce, qu'est-ce qu'ils foutent? On n'a pas de réseau, machin. » Enfin, je pense que vous, en tant qu'étudiant, vous êtes les rois du SMS et de la téléphonie mobile. Bon. Vous avez des associations plutôt écologistes qui disent « Oh là là, rien n'est prouvé, tout est possible, danger, danger. » les antennes, il ne faut surtout pas les mettre, etc., éloignez-les, etc. On vit tous depuis 50 ans avec une énorme antenne qui s'appelle la Tour Eiffel, qui est un truc totalement dangereux, qui diffuse 100 fois 1000 plus d'antennes, enfin c'est à peu près l'équivalent de tout ce qu'on a comme antenne, je crois, en France, mais ça, personne, on vit tous très très bien avec depuis. Bon. Donc on est dans ces débats où rien n'est prouvé, la technologie est encore récente, etc. Puis vous avez la ville de Paris qui dit « Attendez, moi je peux quand même pas perdre de ma compétitivité, je suis en bataille avec Londres, avec Milan, avec machin et truc, il faudrait quand même qu'on puisse recevoir la 3G, le Wi-Fi, le machin, enfin quelque part je dois prouver que la ville lumière, ça reste une ville lumière et une ville de communication. » Et puis il y a l'État, qui est l'État au sens français. Et finalement ce qui s'est passé, c'est que ces équilibres ont fait qu'effectivement peut-être dans nos ardeurs de couvrir Paris, etc., les associations ont pu, entre guillemets, freiner, exiger des engagements des opérateurs, que l'État français, lui, a dit « Attendez, c'est très très bien que vous couvriez Paris, mais surtout vous allez commencer par vous intéresser », enfin c'était la notion d'aménagement du territoire, évidemment chère à la SNCF, mais qui est aussi une vérité pour s'intéresser aux zones, ce qu'on appelle les zones blanches dans ce jargon-là, qui sont les zones moins favorisées, où il y a peu d'habitants, où les gens viennent en tourisme quelques fois par an, et où il faut aussi des antennes de téléphone. Et petit à petit, si vous voulez, le dialogue s'est instauré, ça n'a pas été facile, mais on s'aperçoit que finalement, les choses se font de façon certainement différente qu'elles se seraient faites il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais avec peut-être cette autorégulation, ces équilibres, qui sont des équilibres d'une autre nature. Alors, je ne dis pas que les entreprises avaient raison, c'est là où je vous dis il ne faut pas faire confiance absolue aux entreprises, il est bon d'avoir des contre-pouvoirs, et dans la société où on vit, je pense que de plus en plus on sait instaurer des contre-pouvoirs. Ce à quoi il faut qu'on veille tous, c'est de ne pas se paralyser les uns les autres pour ne plus avancer, parce qu'à un moment c'est bien d'avoir des contre-pouvoirs, mais il faut aussi pouvoir avancer, et que notre société ne soit pas paralysée simplement parce qu'il y a tellement de contre-pouvoirs qu'on ne sait plus prendre des décisions. Là encore un subtil équilibre. Question suivante. Bonjour, Paul Nicolas, je suis étudiant à HEC. Alors vous parliez tout à l'heure, Anne-Marie Drac, de la nécessité d'indicateurs de la responsabilité des entreprises. D'où ma question, pensez-vous qu'une entreprise responsable peut avoir la cote sur les marchés financiers? La responsabilité peut-elle être érigée en règle de management, complétant ainsi l'objectif de rentabilité? Il y a plusieurs questions. Il y a aussi il y a plusieurs questions, mais très intéressantes, effectivement. Les indicateurs financiers, notation financière, et puisque c'est compatible avec la rentabilité. Voilà. Donc, que nous soyons en train de parler de management, c'est, je crois, la première phrase qui a été prononcée par Gilles Pélisson, et bien sûr que oui. Et c'est pourquoi les fameux rapports là, dont on parle depuis tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est leurs indicateurs. La comparabilité des indicateurs et le caractère prescriptif en interne dans le management des indicateurs en question. On est un peu dans des logiques de certification. Vous savez, certification au sens certification ISO, différentes catégories, c'est-à-dire indicateurs sous le regard externe, avec la notion de progrès en continu, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas qu'on fait tout bien à l'année N, mais on essaye de se mettre en dynamique pour que ça aille mieux l'année d'après. Et ce qu'on certifie, c'est le niveau atteint,
mais au moins autant la dynamique engagée. Donc c'est ça qu'il y a derrière ces idées d'indicateurs. C'est vraiment des éléments complètement de management. Ensuite, il y a une autre question qui est par rapport aux notations extra-financières qui se développent et dont Patrick de Cambourg parlera. À la SNCF, nous sommes en train de préparer, ce sera la première fois, ça n'existe pas pour l'instant, donc on va le faire dans le courant de l'exercice 2007, nous sommes en train de préparer une notation extra-financière. Vous l'aviez fait à la RATP, hein, je crois, lorsque vous étiez présidente de la RATP. Donc il y a 3 mois, j'étais encore présidente de la RATP. Beaucoup de points communs, d'ailleurs, sur ces questions de responsabilité, même si ce n'est pas la même envergure. Et on a fait une notation extra-financière. Ce qui était très porteur, c'était que ça nous a forcé à construire déjà une espèce de vision partagée interne, des parties prenantes internes, de ce qui était important. Et rien que ça, c'était déjà un sacré boulot. Parce que, par exemple, pondérer justement nos engagements vis-à-vis du recrutement dans les quartiers, nos engagements vis-à-vis de l'accessibilité par rapport au social interne, c'est-à-dire ce que mettaient davantage en avant les syndicats du point de vue de la sécurité de l'emploi, des retraites, du régime de salaire, etc., etc. Bon, rien que ça, c'était extrêmement intéressant et constructif. Bon, d'aboutir à une espèce de vision où on pondérait correctement. Bon, dans la RSE, il y a, comme dans le processus de Lisbonne, hein, les 3 piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Bon. Mais la manière de les pondérer, les 3, et la manière d'exprimer comment on les pondère, rien que ça, c'est un sacré projet d'entreprise. Et si j'étais restée à la RATP, bon, je suis partie, mais mon idée, c'était de fonder le projet d'entreprise, le plan d'entreprise, enfin bon, le document stratégique là-dessus. Voilà, c'était à peu près ça, je crois. Il y avait l'aspect compétitivité, mais question. L'aspect compétitivité, je crois qu'on l'a largement oui, déjà. Oui, puis on va en reparler un peu sur justement. On rebondira sur la deuxième partie de la question. J'ai manqué un tout petit peu de réflexe. Comment, du côté de l'État, puisque vous êtes la seule à avoir été ministre autour de cette table, du point de vue de l'État, ça a un sens, l'entreprise responsable? Ou alors c'est encore une notion très vague? J'en sais rien, j'y suis plus. Oui. Mais c'est vrai que Joker, en 30 ans de vie professionnelle, j'ai connu l'État à peu près du haut en bas. En rebondissant sur l'aspect européen des choses, qui est évidemment l'aspect majeur, hein, il me semble que c'est assez intéressant de voir l'évolution de l'État français. Pour l'État français, c'est assez difficile de réussir sa mutation d'un statut d'État tout court à un statut d'État membre. Alors vous me direz, il serait temps, hein, mais enfin, c'est quand même pas encore tout à fait acclimaté, me semble-t-il. Et en particulier, dans le statut d'État membre de l'Union européenne, il y a l'idée de régulation et non pas de réglementation. Il y a l'idée qu'on fixe des cadres, des règles dans lesquelles des acteurs, des entreprises en concurrence, des collectivités locales, ceci, cela, agissent. Voilà, donc petit témoignage personnel, mais j'insiste sur l'aspect régulation européenne. Merci. Rapidement, Gilles Pélisson et Patrick de Cambourg, donc est-ce que ça peut compléter l'objectif de rentabilité ou pas? Enfin, la rentabilité, il faut savoir que les marchés financiers vont pas forcément s'intéresser à votre politique sociale, la générosité que vous avez avec vos collaborateurs, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, la consommation d'énergie, clairement, ils y sont extrêmement sensibles parce que si on n'a pas une politique de consommation d'énergie, responsable ou pas responsable, mais quelque part, les marchés sont... Et vous avez des indicateurs? Vous avez demandé une notation sociale, par exemple, chez Accor? On connaît parfaitement le taux de consommation. Quand j'investis dans du solaire, on vient d'équiper 40 hôtels au Brésil avec du solaire. Je veux dire, quelque part, c'est une information supplémentaire qui montre qu'effectivement Accor cherche à enfin, entre guillemets, décorréler des prix du pétrole, etc., etc. Et donc, par rapport au marché financier, c'est une réassurance en disant, tiens, sur des marchés où ils peuvent le faire, ils le font, ils investissent et ils sont en pointe. Mais vous avez une notation d'accord, justement, de la part de Vigéo? On est noté par un certain nombre d'agences. Ouais. Effectivement, récemment, on a eu des notations qui sont plutôt positives. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt dans les bons élèves, entre guillemets. Je pense que les marchés financiers sont très intéressés par nos partenaires. Et là aussi, on le voit dans le domaine des achats, qualité de nos fournisseurs,
comment vérifie-t-on que nos fournisseurs, quelle que soit leur origine, sont des entreprises responsables, fiables, etc. C'est important. Et puis c'est cette notion un peu de transparence dont on parlait tout à l'heure, où à partir du moment où on ne serait pas capable d'expliquer nos politiques, immédiatement c'est méfiance. C'est-à-dire, on revient au débat sur Sarbanes-Oxley, c'est-à-dire, voilà une entreprise qui est en train de cacher quelque chose, donc les marchés financiers s'en méfient. Donc, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Patrick de Cambourg, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que parmi les gens que vous avez rencontrés, ils acceptent facilement la notation financière, extra-financière, pardon? La notation financière, il n'est pas question de savoir s'il faut l'accepter, c'est la règle. La notation extra-financière, oui, je crois qu'ils l'acceptent volontiers. Il faut savoir quand même que c'est une discipline nouvelle. Je voudrais revenir sur l'aspect indicateur. Quand on parle de comptabilité, c'est mon métier de base, on a des normes comptables. Alors déjà, c'est parfois pas facile. Il y a des interprétations complexes, mais vous avez des quantités de gens qui réfléchissent à longueur de temps pour faire évoluer la réglementation, la mettre en œuvre. Et puis vous avez des cabinets comme le nôtre qui vérifient, des entreprises qui sont très conscientes de tout cela. Donc là, il y a une normalisation considérable. On s'aperçoit que quand on rentre dans le domaine environnemental, sociétal en général, chaque entreprise doit créer une batterie de critères qui lui est propre. On n'a pas encore trouvé le système unique de référence, le référentiel, qui permet d'avoir une communication normée sur le sujet. C'est pour ça qu'encore une fois, la bonne monnaie va chasser la mauvaise. Et la notation est un exercice, à mon avis, très intéressant, mais qui est très contractuel, si j'ose dire, entre l'agence de notation et l'entreprise, puisqu'on doit déterminer d'abord si le référentiel qui est choisi par l'entreprise est un référentiel pertinent, parce que si je communique sur des choses inintéressantes et si je supprime les critères qui me gênent au moment où ils commencent à évoluer dans le mauvais sens, on pose un problème. Donc il y a un aspect de contractualisation, j'allais dire, de sur-mesure, qui rend la tâche de la notation pas très facile et qui, de ce fait, là aussi, il faut interpréter et il faut faire en sorte que ça soit une communication de plus. Je redis ce que j'évoquais tout à l'heure. Je suis convaincu que les entreprises, et c'est ce que démontrent, me semble-t-il, les interviews que nous avons réalisées, je suis convaincu que les entreprises qui s'engagent dans cette voie-là sont des entreprises qui ont également une bonne performance financière. Il y a une corrélation. Alors, il n'y a peut-être pas un lien de cause à effet, mais il y a une corrélation. Rapidement, Gilles Pélisson, parce qu'il y a encore quelques questions du panel, et puis après, vous pourrez poser vos questions. Juste pour renforcer cette notion de domaine nouveau et où on a tous à faire énormément de progrès, il faut quand même vous dire que pour des groupes tels que les nôtres, qui sommes donc dans 90 pays, les approches des agences de notation dans ces domaines-là et la vision, les prismes que l'on a les uns les autres sont quand même très différents. Deux exemples. Social. Je peux vous dire que la notion avec laquelle, par exemple, Vigeo, l'agence de Nicole Notat, commence à regarder une entreprise d'un domaine social, elle est forcément marquée par un prisme, on va dire, européen. Quand je commence à parler de ça à mes patrons aux États-Unis, on a 1000 hôtels aux États-Unis, et plutôt des hôtels de catégorie économique ou très économique, c'est une chaîne qui s'appelle Motel 6, on me dit, mais attends, t'es complètement fou. C'est pas du tout l'approche américaine, sociale, dans un pays où, vous le savez, la notion de filet social est quand même extrêmement relative. Donc, quelque part, pour rebondir sur ce que disait Patrick de Cambourg, on ne sait plus faire. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, je peux me faire noter par Vigeo, mais quelque part, par rapport aux États-Unis, je suis en train de massacrer ma politique et perdre ma compétitivité sur le marché américain, où les Américains, grands donneurs de leçons, nous disent, attendez, si je commence à augmenter tous mes standards américains de façon un peu aberrante, je perds toute ma compétitivité chez Motel 6. Deuxième exemple, sur l'environnement, vous savez quand même qu'aux États-Unis, ils ont refusé les accords de Kyoto, toute leur approche au niveau le plus haut de la nation américaine, sur l'environnement, les gaz à effet de serre, etc. C'est pas très facile pour nous, Européens, certes sensibles à ça, de commencer à mettre en place des politiques. Enfin, on n'a pas les mêmes vues du monde, parfois. Et c'est pour ça que
pour rebondir, on est très loin des normes comptables universelles, principes IFRS, etc., sur lesquels on est tous à peu près d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, il y a du partage, il y a des mises à niveau. Et si vous voulez, c'est là la difficulté de ces notations mondiales. Une question du panel. Mademoiselle, si on vous donne un micro. Bonjour, Maud Richaud, étudiante au CELSA en ressources humaines. À votre avis, quelle est la responsabilité des citoyens dans l'apparition ou non d'entreprises responsables? De quels moyens disposent-ils pour influencer l'évolution des pratiques des entreprises? Et au-delà des mots, sont-ils prêts à conformer leur consommation à leur envie d'agir? La responsabilité des citoyens dans l'apparition d'entreprises responsables. Anne-Marie Drac. Presque une question philosophique. Oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité des citoyens, il y a une responsabilité de tout le monde. Les entreprises, c'est pas dans des espèces d'empirées. Moi, je suis frappée par quand même la schizophrénie. Moi, je suis dans une entreprise qui perd des parts de marché par rapport aux camions. Et ce n'est pas simplement mon entreprise, ce sont toutes les entreprises de transport ferroviaire en Europe. Et donc, personne n'a envie d'avoir des camions sur les routes. Ça, aucun d'entre vous. Hein. Et en plus, même si vous en aviez envie, ça serait tellement politiquement incorrect que vous ne lèveriez pas le doigt. Mais la réalité, c'est que les flux tendus, les organisations logistiques, les déplacements des marchandises qu'il faut transporter, les besoins des consommateurs, tout ça, ça ne va pas avec le camion. C'est vrai que c'est vraiment formidable d'avoir de la salade fraîche tous les matins chez Franprix, sauf que ce n'est pas très, 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 très favorable. Et puis de pouvoir changer de chandail dans les magasins que je ne citerai pas de la rue de Rivoli, avec donc un renouvellement très rapide des stocks, etc. Bon, c'est pas formidable. Sur le transport en commun, là aussi, tout le monde dit qu'il faut désengorger les villes, etc., transport en commun. Bon. Au mieux des mieux, dans les projections que l'on peut faire européennes, et que fait la Commission européenne, ou que font des livres blancs français, au mieux des mieux, c'est on va stabiliser la part du transport en commun. Donc, il faut dire les choses. Si on parle de responsabilité, il faut dire les choses. Et les outils pour contrer ce type d'évolution entre guillemets naturelle, si elles ne plaisent pas, les outils, il y en a certains qui sont dans l'ordre des entreprises et d'autres qui sont de l'ordre des pouvoirs publics. Les entreprises, bon, ben c'est évidemment produits compétitifs et attractifs. Bon, donner envie de prendre le train et avoir un rapport qualité-prix bien. Et puis, il y a des éléments qui relèvent de politiques publiques. Alors, les politiques publiques, contrairement à ce qu'on croit souvent en France d'ailleurs, c'est pas forcément de la subvention. Mais c'est beaucoup des sujets de régulation, justement. Exemple, ce qu'on pourrait faire de mieux à l'échelle européenne pour limiter la progression incessante de la part du camion depuis 30 ans, c'est mettre en place ce qu'on appelle l'eurovignette, c'est-à-dire des systèmes de taxation des camions pour prendre en charge les coûts externes qu'ils induisent en matière de sécurité, de congestion, de gaz à effet de serre, etc. etc. Voilà. Donc le citoyen, bon, c'est un peu difficile quand même. Moi, le citoyen, il me demande de ne pas être une entreprise en déficit. Bon, on ne l'est pas. Hein, et mon prédécesseur, ça fait 6 semestres qu'il avait réussi à être une entreprise en positif. Bon. Mais en même temps, le citoyen, il me demande de continuer à desservir des zones dans lesquelles, s'il y a 2 voyageurs par train, c'est déjà une chance. Il me demande, et il a raison, de faire un certain nombre de politiques d'accessibilité qui ne sont financées par personne. Voilà. Donc c'est cette schizophrénie qui est le beau challenge finalement du développement durable. Je pense qu'il est pour les entreprises, c'est ce que j'ai dit au début, d'essayer d'intégrer le tout, mais il me semble qu'il est un peu aussi pour chacun d'entre nous. Cette schizophrénie, vous la ressentez aussi, Gilles Pélisson ? Oui, bien sûr, parce que je crois qu'aujourd'hui, le citoyen, bon, moi, je ne vous m'enlèverai pas de l'idée que le citoyen, de plus en plus, il peut voter avec ses pieds. À partir de là, on l'a vu dans l'aérien, alors ça touche un peu Anne-Marie Drac, mais vous l'avez vu, à partir du moment où un siège d'avion, ça vaut tant, et qu'on est tous d'accord pour dire finalement, s'il y a des gens qui sont capables d'inventer des produits low cost, pas chers, etc., bah, finalement, on va se mettre tous à prendre l'avion, et on a vu des populations entières prendre l'avion. La ville de Prague, j'y étais il y a 15 jours.
est en train de connaître un boom touristique incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a des charters entiers qui font tous les week-ends, qui amènent des Anglais, des Allemands, etc. Ça n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, quoi, hein, je veux dire, donc il y a une façon de se manifester dans nos actes de consommation. Je crois que dans la question que vous soulevez, il y a un enjeu, c'est la représentativité des citoyens. Et je pense qu'en tant qu'étudiant, vous le vivez particulièrement souvent, c'est les minorités agissantes. C'est-à-dire comment l'opinion publique s'exprime, et que ce ne soit pas toujours les mêmes, et surtout les plus actifs, et parfois des minorités, qui font le plus de bruit, mais qui sont ceux dont on tient le plus compte. Et ça, je pense que ça pose un vrai problème dans notre évolution de société. On a le problème dans les syndicats. On a un faible taux de syndicalisation en France, on le sait tous. C'est quoi la représentativité des syndicats demain? On a vu des candidats à l'élection présidentielle nous parler d'une... ça serait tellement bien si tout le monde se syndicalisait de façon à ce que les syndicats puissent être vraiment des parties prenantes beaucoup plus visibles et représentatives dans les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, etc. Et ça devient un véritable enjeu. C'est quoi notre représentation nationale? C'est quoi notre représentation, comme je le disais tout à l'heure, à Bruxelles? Et comment, entre guillemets, l'opinion peut s'exprimer? Et je crois que ça pose des vrais problèmes d'évolution de nos institutions, parce que dans ce monde-là, il faut certainement revoir un certain nombre de lois, de structures, pour se dire, oui, comment, entre guillemets, les citoyens peuvent s'exprimer, qu'ils soient dans l'entreprise, qu'ils soient consommateurs de services publics, qu'ils soient, etc., etc. Dernière chose, je crois, pour se réassurer les uns et les autres, dans l'hôtellerie ou la restauration, il y a 20 ans, quand vous vouliez connaître ce que c'était que l'opinion des citoyens, vous achetiez un guide. C'était Monsieur Michelin, c'était Monsieur Goemillot qui vous faisait un guide et ça vous disait, ça c'est un très très bon restaurant. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si je vais sur Yahoo, moi je peux vous raconter ce que je veux ou ce que j'ai essayé de faire dire à un critique sur un hôtel Mercure, Novotel ou Sofitel. Vous allez sur Yahoo Research et vous voyez l'opinion des 15 ou des 20 derniers clients qui disent ce qu'ils ont pensé de cet hôtel. Et je crois que cette notion de peer-to-peer, c'est-à-dire on peut tous donner désormais notre avis. Il y a des forums, il y a des blogs, il y a des... Bon. Et quelque part, on peut s'enrichir les uns les autres de ces opinions. C'est un petit côté un peu dangereux peut-être pour certains, mais je crois que c'est cette notion aussi que de plus en plus, on peut se faire nos opinions différemment et on peut les exprimer différemment d'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors justement, ça, dans le prolongement, une question du panel, allez-y. Ça va être une question sur les conditions de travail, mais je tenais juste à la resituer en fait. Il faut bien parler près oui, du voilà, micro. Je tenais à resituer en fait la question. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on se pose la question suivante. Il y a un énorme projet qui s'appelle le développement durable. Un des enjeux peut être le réchauffement climatique, etc. Mais au sein de ce projet, quelles sont les fonctions des entreprises? Quelles sont les pistes et qu'est-ce qu'elles nous offrent? Donc une question qui est un cas particulier de ce projet. Quelle est la responsabilité de l'entreprise dans l'évolution du travail lorsque l'on voit un certain nombre de conditions de travail qui sont déplorables dans certains pays, le non-respect de droits de l'homme, des normes, des règles locales en fait qui ne sont pas pertinentes vis-à-vis des droits de l'homme. Voilà. Donc, quelle est la responsabilité de l'entreprise dans l'évolution du travail? Je n'ai pas été très claire. La responsabilité de l'entreprise dans l'évolution du travail, des conditions de travail. Voilà. Ouais, je crois que Gilles Pélisson et Patrick de Cambourg, c'est peut-être plus parce que en France, on les connaît un peu, mais vous êtes plus interpellés, je pense. Moi, je crois que là aussi, c'est cette notion d'équilibre et puis de mise en garde, de bien se garder de juger quand on est à Paris confortablement installé comme nous le sommes, de se dire voilà comment devrait être le monde. Et tout le monde devrait être égal. Comme disait Coluche, certains sont plus égaux que les autres. Alors, l'idée, c'est quand même, c'est une notion qui est très compliquée. Moi, je l'ai vécu chez Disney. Chez Disney, on fabriquait des t-shirts. Vous avez, j'espère, tous acheté des t-shirts à un moment de votre vie avec des Mickey, etc., etc. Je rappelle que vous étiez le patron d'Euro Disney. Voilà. Oui. Et puis, à un moment, il y a eu une grande levée de boucliers sur, regardez-les, ils sont en train de faire fabriquer des t-shirts à Haïti, dans des pays, etc. Et les droits de l'homme ne sont pas respectés.
Et c'est vrai qu'à un moment, il y a eu une prise de conscience. Alors c'était Nike, il y avait un certain nombre d'entreprises qui, etc., et ne vérifiaient pas les conditions de travail. Je peux vous dire que dans certains pays comme Haïti, le fait de ne pas faire fabriquer là-bas sur place, c'est des questions de survie. Et quand je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, certains gouvernements locaux n'ont pas les moyens. C'est pas très facile de se dire est-ce qu'on se retire complètement? Et là, vous savez que vous abandonnez la population, vous fermez l'usine, etc. Parce que de toute façon, localement, le système est tel que c'est très difficile de mettre les hommes au travail, etc., qu'ils ne fassent pas travailler leurs enfants. Enfin, c'est très compliqué et que ça va prendre du temps. Et donc, est-ce que vous faites blackout en disant, bon, vous n'êtes pas dans mes standards et moi j'ai des standards mondiaux et quelque part, je préfère revenir dans des pays fréquentables? OK. Mais vous mettez le pays en catastrophe. Et si vous voulez, je crois que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il faut dénoncer ça, et c'est ce qui s'est passé, que petit à petit, ce que ça a obligé les entreprises à faire, c'est d'aller inspecter les usines, de petit à petit travailler avec les fournisseurs pour dire, OK, peut-être que là, vous êtes obligé de faire travailler des enfants de façon plus jeune qu'en Europe, parce que la scolarisation est difficile, parce que la façon de pouvoir faire sortir le pays, les taux de natalité sont tels, etc. Enfin, des contextes qu'on ne connaît absolument pas, nous, en France, et qui font qu'à un moment, permettre à une famille d'avoir un petit salaire, etc., et pour un enfant de 14, 15 ans ou 16 ans, j'en sais rien, dans un certain nombre de conditions, mais en installant une aération, en installant des heures, en installant, etc., et peut-être une façon d'accompagner ce pays à sortir du marasme économique dans lequel il est. Donc je ne dis pas que ça soit formidable, je dis simplement que ce n'est pas la même recette qu'on applique partout. Et qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'en Chine, et on l'a fait en Chine, dans des pays qui sont en train d'émerger, il faut surtout que nous, occidentaux, nous nous gardions bien de dire j'ai une recette, j'exige du monde cette transparence, et dès lors que vous n'êtes pas dans ma norme, je vous exclus. Parce que je pense que certains pays ont besoin de nous, mais encore faut-il qu'on le fasse de façon intelligente. Et moi, je reconnais volontiers qu'il y a certainement eu des abus dans le passé, et que c'est là où les ONG, tous ceux qui s'y sont intéressés, ont pu dénoncer des abus ou un manque d'implication des entreprises. Merci de ce témoignage. Patrick Decambour, rapidement. Et après, on vous donnera la parole et on reviendra sur une dernière question du panel qu'on n'a pas encore évoquée, le problème un peu de scandale des rémunérations. Sur ce point, moi, je voudrais simplement dire que je crois essentiel que l'entreprise a une responsabilité première vis-à-vis de ses collaborateurs. Mazars, nous sommes présents dans 38 pays, y compris dans des pays où on peut dire que peut-être les droits de l'homme ne sont pas respectés. Je pense à la Chine, par exemple, où on voit tous les jours qu'ici en Europe, on trouve que c'est pas bien. Il y a d'autres pays. Ce que je peux vous dire, c'est que les valeurs de l'entreprise que vous diffusez auprès des collaborateurs sont des germes d'évolution qu'il ne faut pas s'immiscer, évidemment, on ne peut pas s'immiscer. Nous, 81% probablement de nos collaborateurs sont des Bac plus 5. Ce sont des gens qui pensent, qui sont citoyens. Nous n'avons pas probablement à interférer. Nous pourrions nous retirer, mais est-ce logique? Et je partage le sentiment de Gilles Pélisson là-dessus. C'est pas possible. Alors, nous n'avons pas ce problème de sous-traitance sur le fabricant de t-shirts à Haïti, mais on pourrait dire, je vous rassure quand même, on n'a pas de bureau en Corée du Nord. Mais, parce que ça, c'est le genre de choses où se pose un vrai problème. Mais dans le reste du monde, l'entreprise qui a des valeurs et qui les diffuse de façon relativement homogène joue un rôle citoyen dans l'émergence, dans la communication de germes pour l'avenir. Alors il ne s'agit pas de s'immiscer, il s'agit de travailler dans la durée. Alors un tout petit mot, Gilles Pélisson. Non, juste une chose auquel je pensais. Si c'est une grande question. Je ne sais pas si vous le savez, l'autre jour, il y avait un débat sur les... moi, j'ai participé à un forum sur l'entreprise et le partenariat public-privé sur le sida. Dans certains pays du Golfe, certains d'entre vous, peut-être un jour, vous irez faire des stages dans des pays du Golfe, vous devez faire tester tous vos employés avant l'embauche sur le sida. S'ils sont positifs, frontière, expulsés. Donc il n'y a pas de politique sur le sida. C'est formidable.
Quand vous êtes au Laos ou au Vietnam, si vous êtes testé positif, là aussi il doit y avoir des tests, vous n'avez pas le droit de travailler si vous avez le sida, si vous êtes séropositif. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire de ces pays où on essaye de travailler petit à petit à une éducation, à un partenariat avec les États pour dire, attendez, on ne peut pas nier ça. Alors c'est bien sûr tout à fait légitime qu'un État dise, moi je ne veux pas de ces gens-là et je les vire. Mais si vous voulez, c'est quand même des questions assez profondes et intéressantes. Donc je crois que là, il ne faut pas se voiler la face en se disant, bien sûr qu'on peut avoir, nous, entreprises, à nos modestes niveaux, des politiques, des approches, mais quand vous voyez qu'il y a des États qui, encore dans le monde, réagissent de cette façon-là, on a une éducation, une pédagogie, un accompagnement, je ne sais pas quel est le bon mot, pour dire culturellement, il faut faire changer ces cultures. Mais encore faut-il, ils viennent d'univers très différents d'une autre, et certains ne sont pas prêts à faire ces sauts-là. Je reprendrai juste, vous commencez votre livre en disant par cette phrase de Paul Valéry, la responsabilité contient plus de valeur que de sens. Je trouve que c'est une belle formule. Question de la salle. Moi, monsieur, je sens que depuis le début, vous avez une question. Je me suis dit, j'étais sûre que vous allez poser la première question. Et je ne me suis pas trompée. Merci. Non, parce que ça n'a pas été évoqué, très court, ça n'a pas été évoqué. Mon nom est Dominique Lamoureux, je suis directeur de l'éthique et de la responsabilité d'entreprise du groupe Thales. Et c'est que je crois qu'on a aussi un grand changement de paradigme dans le management des entreprises avec la question de la responsabilité. Hier, c'était la loi, c'était la règle qui s'imposait à l'entreprise et à ses collaborateurs. Aujourd'hui, c'est les codes, c'est les chartes qui aussi s'imposent aux collaborateurs. Est-ce que demain, on n'a pas, à cause de cette question de la responsabilité, à changer et c'est de devenir c'est la fin du top-down et faire le bottom-up, c'est-à-dire la responsabilité appropriée par les collaborateurs et partagée. Sinon, ça ne marchera jamais. Ah oui, très bonne question. Anne-Marie Drac, tiens. Oui, ça me fait sourire tout de suite parce que je crois avoir dit tout à l'heure que la responsabilité, c'était de la donner aux autres. Et que la responsabilité, au départ, il y a beaucoup de valeurs. Hein. C'est l'idée qu'on fait confiance globalement, enfin en méta-choix, qu'on fait confiance dans la liberté des gens et dans la capacité à contribuer. Voilà. Et oui, moi je pense, enfin en tout cas mon expérience, c'est que les responsabilités sont mieux prises, l'efficacité donc est mieux atteinte, et tant qu'à faire, l'ensemble des individus est mieux à sa place, dans des organisations décentralisées, dès lors qu'elles sont structurées. Pourquoi structurées? Parce que c'est un autre aspect de la responsabilité. Tout à l'heure, je disais, il faut que chacun sache à peu près ce qu'il a à faire, parce que c'est pas tout le monde est responsable de tout et de n'importe quoi. Bon, c'est très, très, très troublant, ça, pour les collaborateurs, quand on ne sait pas comment on est dans la chaîne de responsabilité. Bon. Donc, il faut que ce soit dans un cadre structurant de ce point de vue-là, pour que chacun ait à faire son job, et aussi parce que dans les cas de situations difficiles, alors il peut y avoir toutes sortes de situations difficiles. Moi, je suis une boîte dans laquelle le logiciel de base, c'est la sécurité. Bon, donc, je veux dire, on joue pas avec, et c'est pas un truc qui décentralise de façon autonome. Hein, bon. Et puis par ailleurs, il se trouve qu'assez souvent dans le monde du transport, surtout en France, mais pas seulement en France, on est quelquefois confronté à des crises sociales. Bon. Donc, dans les situations de crise, il faut que l'homme de base et chacun dans la chaîne sache qu'il est, entre guillemets, couvert. Parce que ça le sécurise. Et c'est très important pour pouvoir prendre ses responsabilités de savoir qu'on est soutenu, accompagné par le N+1 et plus 1, blablabla. Bon. Finalement, il n'y en a qu'un là-dedans qui est tout seul. Voilà, c'est le chef. Bon, mais c'est sympa aussi. Hein. Bon. Mais voilà, oui pour le bottom-up, dans un cadre qui permet à chacun d'exercer sa responsabilité en toute liberté et confiance. Voilà, c'est des valeurs managériales auxquelles je crois. Patrick de Gambourg. En fait, je crois que c'est la complémentarité du top-down et du bottom-up, comme on vient de le dire. Parce qu'une entreprise où chacun prendrait son initiative, j'imagine le conducteur de train qui décide de partir quand il a envie, ou quand son train est plein parce qu'il estime qu'il optimise je ne sais pas quoi, bon, ce serait une catastrophe évidemment. Dans nos métiers, c'est la même chose.
l'audit, curieusement, l'audit ne peut être fondé que sur une responsabilité individuelle à la fin. Celui qui signe des comptes, il prend une responsabilité très très lourde. Mais il la prend pour le compte d'une collectivité, par exemple Mazars, il la prend vis-à-vis de l'intérêt public, dans le cadre d'une réglementation, et il doit donc, comme on vient de le dire, fonctionner dans une structure. Donc toute la difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est de fixer une structure qui permette à chacun de s'exprimer, mais dans un cadre à la fois légitime, pertinent au regard de l'exigence du marché et efficace. Donc on entend beaucoup de gens aujourd'hui qui nous parlent de structure de projet, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est à la fois des structures hiérarchiques et des structures de projet. Je crois que c'est cette combinaison-là. Alors, notre cas est un peu particulier parce que, encore une fois, c'est un cas où il y a 80% de cadres, entre guillemets, mais quand il y a 80% de cadres, on est obligé, et c'est bien, de travailler sur ces bases-là, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun soit partie prenante à plusieurs projets, tout en agissant dans un cadre permanent qui est en fait la somme de ces projets-là, sans arrêt, remise en vie, comme la somme des cellules biologiques dans un corps humain. Gilles Pélisson, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste, moi je crois d'abord à l'exemplarité des dirigeants. Donc la façon dont on peut, nous l'incarner et le porter, c'est d'abord en demandant à nos équipes de direction d'être exemplaires, évidemment à se l'appliquer à nous-mêmes. Ça commence par là. Et c'est vrai, c'est porter les messages. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ose témoigner devant vous et si mes collaborateurs savent que j'en parle, ça veut dire quelque part j'y crois, il y croit, il en parle en public, et donc ça veut dire que dans l'entreprise on peut en parler. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas comme le marketing, ce n'est pas comme la finance, etc. C'est que ces domaines-là, il n'y a pas 30 ans, il n'y a pas 50 ans de recul, comme on l'a dit les uns et les autres. Donc le test, l'initiative, elle est permise partout. Et dans des sociétés décentralisées comme les nôtres, je peux vous dire que les 10 exemples de lutte contre le sida en Afrique qu'on a, il y en a qui ont distribué des préservatifs dans les chambres. Il y en a qui en donnent à la réception. Il y en a qui éduquent les employés. On a un hôtel qui a fait une journée porte ouverte pour éduquer les conjoints. Une journée de la mère et de l'enfant. Simplement pour apprendre à des mères par rapport à la transmission du sida. Au Brésil, on a des gens qui ont inventé un extranet, puisque les gens n'ont pas d'ordinateur chez eux, pour que quand ils sont sur leur lieu de travail, ils peuvent avoir consulté des médecins par extranet. C'est des initiatives, je peux vous dire, il n'y a pas un type à Paris qui est au courant de ça, et qui l'a initié, et qui peut le revendiquer. Mais par contre, on s'enrichit de tout ça. Et ça, je crois que c'est comme ça que ça bouge et qu'on peut le faire. Alors, comme toujours, dans un cadre, c'est-à-dire qu'on dit, oui, nous, on y croit, on en fait un volet de notre action parce qu'on pense que ça fait partie de notre responsabilité dans ces pays-là. Juste, on va quand même aborder ce point-là qui va quand même peut-être... je sais pas, j'imagine qu'il y aura des réactions. La question liée aux... rémunération des dirigeants, qu'est-ce qui ose la poser? Qu'est-ce qui la pose? Allez-y. Alors, associé à la responsabilité sociétale des entreprises, on retrouve souvent la publication d'un code de conduite. Cependant, les derniers scandales autour de la rémunération des dirigeants de certaines entreprises, en dépit de leur piètre performance, ne discréditent-ils pas ce code de bonne conduite? Existe-t-il une responsabilité à deux vitesses dans le monde de l'entreprise? Alors, qui répond à cette question? Gilles Pélisson, par exemple? Vous savez, je crois que, par définition, oui, bien sûr, on doit avoir cette transparence, cette corrélation entre performance, résultat, etc. Moi, la seule chose que je vous dirais, c'est qu'en tant qu'entreprise privée, ce que je demande, c'est que les autres acteurs de la société fassent pareil. C'est-à-dire que les ministres... Quand je lis le rapport de la Cour des comptes... Eux, ils ne sont pas beaucoup payés, quand même, en l'occurrence. Je ne sais pas combien vous... Je n'ose pas vous poser la question, mais j'imagine que ça n'avait rien à voir. Vous avez sans doute lu les rapports de la Cour des comptes où on a découvert qu'il y avait des primes qui étaient octroyées dans des ministères. Il n'y avait aucune trace. Et c'était des enveloppes qui se baladaient, etc., etc. Même à Bercy, ce qui est quand même formidable puisqu'ils gèrent nos finances. Alors, c'est vrai que c'est quand même fabuleux de se dire, non, mais attendez, les entreprises, les patrons, etc., bon... Donc, quelque part, les journalistes, les médias, on parle régulièrement des salaires, etc. Je pense que c'est très, très intéressant. Moi, je vais bien donner le mien, ça ira pas très loin par rapport... C'est très, très intéressant. Non, mais que tout le monde joue le jeu.
Et je crois que là-dessus, bien sûr que les dirigeants d'entreprise, par définition, il doit y avoir une transparence, etc. Surtout, il doit y avoir des limites. Et surtout, l'enrichissement, entre guillemets, personnel, mais c'est pareil dans d'autres domaines, doit être, entre guillemets, limité. C'est-à-dire que même si une entreprise bénéficie, c'est d'abord l'effort des collaborateurs, c'est jamais l'effort d'un seul type. Donc c'est là où, effectivement, bien sûr, il y a eu des abus. Je crois que de plus en plus, ces encadrements, ces règles, on a des comités maintenant de rémunération. Moi, je suis chez BIC. C'est le rôle du conseil d'administration aussi. Je suis président d'un comité de rémunération. Je peux vous dire, quand on examine la rémunération du président, bon, il y a un DRH, il y a des benchmarks, etc., etc. Tout ça, c'est très encadré. C'est de plus en plus encadré. Donc c'est vrai que je crois qu'il faut le faire, mais il ne faut pas non plus aussi casser l'envie, la motivation, etc., de gagner plus, parce que c'est quand même un moteur qui reste dans la vie. Donc quelque part, c'est toujours pareil, question d'équilibre. Oui, il y a des cadres, oui, il y a des régulations, oui, évidemment, à la transparence, mais que ça s'applique un peu partout dans la société, ça nous fera tous du bien. Et derrière, effectivement, corrigeons surtout les cartons rouges et tous ceux qui font des excès. Corrigeons les excès. Anne-Marie Drac, vous vouliez ajouter quelque chose et après, re-question de la salle. Oui, moi je vais ajouter quelque chose. Quand j'ai lu la question hier soir en préparant notre rencontre, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce que les scandales ne discréditent pas les codes de bonne conduite ? Depuis quand est-ce que les accidents de voiture discréditent le code de la route ? Bon. Donc il faut aussi remettre un peu les choses dans l'ordre. Précisément, c'est parce qu'il y a des codes de bonne conduite que c'est de plus en plus normé, etc., qu'on peut voir apparaître des choses qui paraissent scandaleuses et sur lesquelles on fait le programme. Je pense que c'est important de prendre un peu de recul et ne pas prendre les questions, un peu l'accessoire pour l'essentiel. Et ce qui est bien, c'est que toutes ces pratiques de code de bonne conduite, de transparence, etc., elles permettent de progresser. Et l'idée de développement durable, en général, c'est l'idée de progresser. C'est une idée à la fois très modeste et très ambitieuse sur ce terrain-là, comme sur les autres. Dans le secteur public, moi, un truc que je trouve intéressant, c'est qu'on commence petit à petit à introduire des parts de rémunération variables. Alors, on n'est pas sur des niveaux très importants en valeur absolue, mais en proportion, je trouve que c'est intéressant d'introduire de la rémunération variable dans les rémunérations des fonctionnaires. Moi, je l'ai été, je ne suis plus, mais bon, c'est intéressant à savoir que, par exemple, pour les grands dirigeants des ministères, on est sur des 20% de parts variables par rapport à des objectifs d'avoir sorti tel texte, etc., etc. Bon, et dans l'entreprise publique que je préside, les dirigeants ont une part variable relativement importante en proportion, et je trouve ça très bien. Une question, est-ce qu'il y a une question? Oui, là-haut, et monsieur, donc là-haut, sous le projecteur. Et après, monsieur. Oui, bonjour. On parle beaucoup d'entreprise, mais on n'a pas beaucoup parlé de la responsabilité des actionnaires dans l'entreprise. Et je voudrais savoir ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de délégations, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'organismes financiers qui représentent plein de petits actionnaires. On parle de fonds de pension, on parle de SICAV, de FCP. N'y a-t-il pas un risque de dilution des responsabilités de l'actionnaire, étant donné qu'on se retrouve face à des gens qui ne sont pas personnellement engagés dans leurs investissements? Alors là, effectivement, c'est un problème très intéressant et vous avez raison. C'est un tout petit peu en marge malgré tout, parce que c'est de l'autre côté, mais bon, qu'est-ce qui peut répondre, Patrick de Cambo? Sur cette question-là, je crois que, enfin, on peut se poser la question de savoir comment fonctionne. On dit souvent qu'une société, c'est une démocratie d'actionnaires. Donc, on se pose ici la même question que l'on peut se poser pour la démocratie en général. Est-ce qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont meilleurs que d'autres et qui permettent une expression de l'actionnariat? Pour assister à de nombreuses assemblées générales, il est vrai que ça donne un tout petit peu l'impression que... Alors, vous avez des grands actionnaires, vous avez des fonds de pension. C'est vrai que l'actionnaire individuel vient s'exprimer en assemblée générale, participe parfois à des clubs ou des rencontres en dehors de l'assemblée générale annuelle. Mais tout ça est perfectible, je le crois. Je crois qu'en revanche, il serait très mauvais de déduire de ces défauts que l'on peut noter dans le fonctionnement de la démocratie actionnariale
qu'il faut faire autre chose. D'ailleurs, je sais pas, comme on disait, la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception des autres. Donc, danger. Et on voit bien d'ailleurs que quand une entreprise est sous les feux de la rampe, à ce moment-là, l'actionnaire reprend potentiellement toute son importance. Et donc, pas de règle générale, mais une possibilité sans doute de progrès. Je connais des grands groupes qui fonctionnent de façon assez harmonieuse avec leur actionnariat en communiquant au maximum. Il faut développer l'actionnariat individuel hein, si on veut éviter de se retrouver avec des intermédiaires, entre guillemets. Avec des hedge funds notamment. Vous voulez dire quelque chose, Gilles Pellisson, là-dessus? Oui, je crois que c'est l'un des problèmes les plus complexes qu'on a dans notre responsabilité de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les types d'actionnaires que vous avez, c'est le petit actionnaire qui a acheté du Accor il y a 20 ans et qui a prospéré, qui est ravi et qui vient vous voir à l'Assemblée Générale. Il a 70 ans, il est ravi, il vous soutient et il dit c'est formidable ce que vous faites, continuez, etc. Je possède 100 actions, 1000 actions, bon, voilà. Je vais en roadshow à Boston, je rentre dans la salle, il y a un jeune type en face de moi qui a 35 ans qui me dit « Ok, je possède 10 millions de shares, je pèse 500 millions de dollars dans votre actionnariat, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous dégagez pas tout, etc. Vous ne vendez pas, etc. » Bon. Ça, c'est un hedge fund. Alors, le gars, il est peut-être rentré la semaine dernière, il ressortira la semaine d'après. Il a fait un coup, il espérait que je vende une truc, etc. Je ne l'ai pas fait, je l'ai déçu, hop, bon. Et puis, il y a heureusement des gens qui sont là depuis plus longtemps, qui s'intéressent, qui sont des fonds à long terme et qui disent bah, c'est formidable, vous bâtissez, vous allez en Chine, vous préparez le futur, etc. etc. Et à un moment, c'est vrai qu'on se fait quand même très peur parce que l'action qui baisse, la performance, la comparaison avec les autres actions du CAC 40, etc., etc., c'est beaucoup de pression. Et c'est là où on revient à cette notion, comme le disait Patrick de Cambourg, je crois, de représentativité des actionnaires, la gouvernance, le conseil d'administration, comment on peut avoir autour de la table des gens suffisamment informés, d'opinions suffisamment variées, pour à un moment arriver à équilibrer ces enjeux de court terme, une performance de l'entreprise, une rentabilité, etc., et puis des perspectives de moyen et de long terme qui sont la garantie de la motivation des collaborateurs, de l'implantation durable qui est la nôtre dans l'hôtellerie, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable enjeu. Donc, on essaye de l'équilibrer, mais il faut que vous sachiez que c'est quand même ça ce à quoi on a droit au quotidien. Et partager, faire des journées d'information de tous ces types d'acteurs, que ce soit les petits porteurs ou que ce soit les grands fonds, pour leur donner, faire de la pédagogie, ça fait désormais partie aussi, dans le monde où on vit, de notre rôle, d'essayer le mieux possible d'expliquer nos actions de façon à ce que chacun les décode. Ça ne fera jamais plaisir à tout le monde à la fois, parce qu'ils ont tous des objectifs différents, mais quelque part, ça nous permet au moins, nous, entreprises, de gérer et de dire, voilà, si on va là, c'est parce qu'on l'a décidé, et le rendez-vous, il sera à ce moment-là. Monsieur. Une question à Madame Idrac dans l'esprit de « il faut dire les choses ». Je voudrais savoir si les syndicats de la SNCF commencent à percevoir la responsabilité de l'entreprise sur la dette publique de l'État, à travers son fonctionnement, ses avantages sociaux et ses régimes de retraite. D'abord, on a une très grande chance à la SNCF par rapport à la question de la représentativité des syndicats, c'est que les organisations syndicales sont très représentatives, puisque à chaque élection, il y a un très fort taux de participation. Donc ça, c'est une chance. Et de manière générale, je pense que ce serait une chance d'avoir des syndicats un peu plus représentatifs dans l'ensemble du pays. Il y a une chose qui est moins une chance, c'est que ces organisations syndicales sont au nombre de 8. Donc ça, c'est assez compliqué, notamment parce que, bien sûr, comme toujours dans ces cas-là, on le sait bien, il y a un petit peu des jeux entre elles, éventuellement des surenchères ici et là. Une des caractéristiques de notre maison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'autour de la question de la sécurité, il y a une structure hiérarchique et pyramidale qui est très centralisée. Et le dialogue social aussi, de ce fait, il est très centralisé. Et les organisations syndicales n'ont pas forcément, dans chacun de nos établissements, sur tout le territoire, etc., des gens qui soient informés, compétents, conscients des sujets.
Donc voilà le paysage. Et moi, un objectif personnel que je me donne, parce que comme je suis toute nouvelle, là, je suis encore pleine d'enthousiasme, c'est d'avoir un dialogue social moins formel, c'est-à-dire qu'il soit plus sur le terrain et plus sur les vrais sujets concrets des cheminots et de l'entreprise, davantage que sur des trucs un peu théorico, politico, généraux, quoi. Et je pense que la prise de conscience d'un certain nombre de sujets, et pour nous le principal sujet bien sûr c'est la concurrence, c'est la compétition, la prise de conscience elle est beaucoup plus forte chez le vrai cheminot si je puis dire que dans les appareils. Vous savez par exemple cet été on a du trafic de céréales dans le Morbihan qui a été pris par une entreprise privée ferroviaire, pas par du camion, ça fait longtemps, mais par une entreprise privée ferroviaire, une anglaise, EWS. Bon. On n'en est pas revenu. Hein. On n'en est pas revenu. Bon. Maintenant, il y a une autre coopérative de céréales ou d'engrais, je ne sais plus, enfin, bon, dans ce secteur-là, et dans le même secteur géographique, qui est en train de dire bah, écoutez, mon cher fournisseur traditionnel SNCF, si vous n'êtes pas capable de me faire tant de jours, tel prix, tant de rotation, tel suivi des wagons, talitala, enfin bon, qualité-prix, bon, eh ben, on pourrait peut-être bien aller voir ailleurs, et d'ailleurs, ailleurs, bah, il est déjà là, etc. Je peux vous dire que non seulement les dirigeants, mais le cheminot, qui se rend compte que si on ne le gagne pas, ce marché, enfin, si on ne le garde pas, bon, eh ben, il va y avoir des pertes d'emplois, il y a l'établissement qui va fermer, parce qu'on ne va pas continuer à payer les gens, rien faire. Bon. Il y a une prise de conscience sur le terrain qui est très, 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 très forte. Et donc, elle est liée à la fois à l'esprit de survie et à la fierté professionnelle. Parce que nom d'un chien, il n'y a pas de raison que d'autres soient meilleurs que nous. Bon. C'est très motivant. Enfin, d'ailleurs, chacun sait très bien dans la vie qu'est-ce qui est motivant. La survie, la fierté. Bon. Mon problème, c'est le rythme de la prise de conscience. Est-ce que ça va aller assez vite par rapport au monde qui bouge, les clients qui bougent, les mentalités qui bougent, les marchés qui partent à d'autres endroits. C'est ça mon souci. Et toute l'énergie du management et des dirigeants, elle est sur le rythme de la prise de conscience, et de la prise de conscience, pas par les appareils, la prise de conscience par les gens, qui sont beaucoup plus intelligents qu'on le croit. Sur la question des retraites, nous allons passer l'année prochaine aux normes IFRS. Bon, ça aussi, sacré chantier. Bon, je n'y trouve pas un intérêt économique particulier, mais il s'impose. Donc, enfin, ça représente un nombre d'heures de boulot de passer aux normes IFRS dans tous les groupes. Mais bon. C'est une nouvelle norme comptable. Une nouvelle norme comptable. Bon. Et il se trouve qu'à l'occasion du passage aux normes IFRS, va apparaître, en quelque sorte en pleine lumière, quelque chose qui aujourd'hui ne l'est pas, qu'on trouve vraiment tout à fait à la fin des explications de nos commissaires aux comptes lorsqu'ils certifient les comptes. Bon. Dans le collège d'ailleurs, il y a des gens de Mazars, c'est par hasard. Bon. Et il va apparaître la chose suivante. Il y a aujourd'hui 2 fois moins de cheminots qu'il y a qu'à la Libération. Donc il y a un déficit démographique. Dans toute la société française, le déficit démographique, il est payé par le régime général. Dans le cas des cheminots, c'est comme ça, il se trouve que le déficit démographique, il est payé par l'État. C'est différent, mais ailleurs, c'est payé par le régime général. Et donc ceci va apparaître. Et va apparaître une deuxième chose, c'est que le régime de retraite de la SNCF, il a des spécificités par rapport au régime général ou par rapport à ce qui se passe dans d'autres entreprises, etc. Et ces spécificités, nous les payons, nous, entreprises et salariés, donc par un système de cotisation également spécifique. Donc on a des cotisations beaucoup plus lourdes que le régime général parce qu'on a un régime de retraite différent du régime général. Et donc le fait qu'on ait des cotisations plus lourdes que les autres en contrepartie d'un régime particulier, comme il y en a, j'allais dire chez General Motors, bon, dans des régimes d'entreprise, donc ça va apparaître aussi. Donc va apparaître 2 choses, que l'État paye le déficit démographique et que l'entreprise paye ses spécificités.
Et ça va apparaître effectivement dans les analyses des commissaires aux comptes et dans les comptes. Et il y a un travail technique assez important à faire pour que la transparence sur ces données, qui est une très, très bonne chose, ne se traduise pas sur le plan des écritures comptables par des chocs qui ne correspondraient pas à des réalités économiques. Et donc, oui, bien entendu, au comité d'audit auquel participent les administrateurs de tous les collèges, donc y compris du collège salarié, cette question est évoquée. Et oui, bien sûr, elle fait partie des débats que nous avons dans le dialogue avec les organisations syndicales et dans les dialogues avec les parties prenantes autour de la table du conseil d'administration. Ça fait partie de l'entreprise responsable dont vous parliez au départ. Vous voyez, on se sent tous concernés. Je vois que l'heure tourne, donc je pense que, vous voyez, personne n'a regardé sa montre, comme quoi c'était un débat très intéressant. Merci, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on a dit beaucoup de choses. Je crois que c'était... et l'intérêt, ça se voit, vous êtes tous restés jusqu'au bout, vous étiez très nombreux. Donc merci à Anne-Marie Idrac, merci à Gilles Pélisson, merci à Patrick de Cambourg, et puis merci à vous de votre attention.